Bonjour les graphes, j'espère que vous avez passé un joyeux Noël et je vous souhaite également tous mes vœux de bonheur pour la nouvelle année puisque en avance de phase, je pense pas que je ferai d'autres vidéos d'ici la fin de l'année. On se retrouvera donc en 2022. Donc petite vidéo pour faire un petit peu le point sur les marchés, ce que l'on va regarder. Au niveau du CAC 40, alors on s'en était un petit peu parlé le week-end dernier, alors pas ce week-end dernier, le week-end d'avant. C'était le plus intéressant, c'était justement que ces différentes semaines, ces précédentes semaines, on avait eu du manque de souffle parce qu'on avait essentiellement l'illusion des indices qui marchaient à plein, les grosses capitalisations qui tenaient les indices et on avait eu pas mal de gros gadins depuis plusieurs mois sur pas mal de plus petites, moyennes caps et même des grosses caps, mais sur un certain nombre de secteurs d'activité, notamment les secteurs d'activité cycliques. Avec la peur Omicron et compagnie. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit qu'on a eu une nouvelle itération le lundi de la semaine dernière, avec une nouvelle fois la peur d'Omicron, mais une nouvelle fois, voilà, on voit que ça a tout de suite été acheté. Donc c'est ça aussi l'avantage, c'était que cette faiblesse aurait été validée si on avait trop traîné, et que donc en traînant, on était resté sous la moyenne mobile 50 et qu'en étant dans l'incapacité de la repasser très rapidement, on aurait commencé à l'aplatir et donc à la faire devenir résistance. Et là, ça aurait commencé à sentir moyennement bon avec une congestion. Évidemment, tant qu'elle ne sort pas par le bas, vous n'avez pas de signal de dégradation et de retournement de la tendance. Mais ça aurait commencé voilà, à sentir un petit peu la faiblesse, la dégradation. Il n'en a rien été. On voit qu'une nouvelle fois, le marché a payé Omicron. Il paye le fait que, a priori, on verra évidemment si le marché a raison ou pas, que voilà, c'est beaucoup plus contagieux, mais beaucoup moins létal. Donc éventuellement, c'est la lumière au bout du tunnel. On verra si tel est le cas. Donc on joue également plusieurs choses. On joue le fait que ça va nous impacter évidemment au niveau de la croissance à très court terme, mais le marché, il pense déjà à l'après. Et c'était ce qu'on avait vu quand on avait fait la petite revue CAC 40, c'était de voir qu'on avait quand même des configurations de pause sur les gros calibres, hein, le luxe notamment, les quelques valeurs tech que l'on avait sur le CAC 40. Et sur le gros de l'indice, hein, on était sur, vous avez à peu près 20-25 valeurs qui sont dans des tendances baissières et qui étaient en train de mettre en place des rebonds au prorata de leur baisse pour certaines d'entre elles, mais c'était essentiellement des valeurs tourisme et des valeurs voilà, liées cycliques, flaguées cycliques. Donc qui avaient été impactées par la première peur qu'on avait eue sur Omicron, c'était fin novembre, qui avait rebondi, mais contrairement aux valeurs tech plus technologiques, aux valeurs de croissance et aux valeurs qui étaient les plus pondérées dans les indices, qui avaient permis aux indices de sortir la tête de l'eau, mais on avait eu ces valeurs-là qui, elles, n'avaient fait que du rebond technique, hein, n'avaient pas pu reprendre les gains qui avaient été perdus suite à la première tâche Omicron. Et la deuxième tâche Omicron, c'est là où on a l'inversion un petit peu de polarité. Alors c'est la fin de l'année, il faut prendre évidemment tout ça avec des pincettes. Ça peut être également des repondérations de portefeuille, ça peut être une envie de prendre des profits sur des valeurs de croissance, d'aller chercher en guise de fin d'année, etc., des valeurs qui sont à la cave, revenir sur des valeurs value, revenir sur des valeurs cycliques, acheter un bon dividende, acheter une sous-valorisation. Donc acheter ça avec un côté défensif. Il faudra voir et il faudra confirmer évidemment que sur le mois de janvier, on a bien ce mouvement qui s'accentue et on a bien ce mouvement qui se valide avec le retour des volumes. Et donc prouver qu'on a bien cette rotation en fait qui arrive à se mettre en place. Alors il faudra bien entendu partir du principe que c'est quelque chose qui aura besoin d'être construit, au-delà des rebonds qui sont en train aujourd'hui de se mettre en place d'une manière beaucoup plus solide, on le voit sur ces valeurs, tout ce qui est lié au transport, tout ce qui est lié au tourisme, tout ce qui est voilà, très axé cyclique, matières premières et compagnie. On voit beaucoup de choses qui sont en train de, au-delà des rebonds techniques dont on avait pu parler dans la vidéo précédente, qui dorénavant là sont en train de devenir des rebonds beaucoup plus intéressants. Il ne faut pas croire qu'on va avoir des retournements de tendance en ligne droite, ça j'y crois rarement. Je préfère plutôt qu'on construise les sauges et que donc on consolide et on construise à l'intérieur d'une figure. Donc on aura l'occasion d'en reparler, mais en gros, je dirais que cette fin d'année, elle est intéressante pour cette raison-là. Alors,
Premièrement, le CAC 40 continue d'être sur ses plus hauts et continue dans une très belle tendance haussière. Ce dont on avait parlé, c'était que pour que le CAC 40 reste positif, il aurait besoin que ces valeurs du luxe, ces valeurs technologiques soufflent pour reprendre des forces, et pendant qu'elles soufflent, que les valeurs qui sont à la cave, et qui avaient permis, et dont les valeurs du luxe, etc., qui sont surpondérées, les valeurs technologiques, avaient permis de garder l'indice la tête au-dessus de l'eau, et bien ces valeurs-là maintenant, elles sont en train de rebondir, elles sont en train de redonner du souffle, et ça permet aux valeurs du luxe d'être plus flat, d'être dans leur consolidation, sans pour autant endommager la tendance du CAC. Donc c'est ça, au niveau du souffle de marché dont on avait pu parler, qui était très important. Là où le souffle aurait été encore plus négatif, c'est si dans la consolidation des grosses valeurs pondérées, eh ben, on avait eu un coup de massue supplémentaire sur les valeurs qui étaient déjà à la cave. Donc là, c'est intéressant, on a cette rotation qui s'effectue, qui se valide bien. Hein, on en était au balbutiement quand on avait fait la vidéo précédente, et là, on confirme quand même qu'on a bien cette lame de fond qui se met en place. Mais encore une fois, il faut prendre tout cela avec des pincettes, puisqu'on reste évidemment dans une période de volume assez faible. Si on s'en tient au graphique et rien qu'au graphique, bon, tout de suite, on voit les volumes, évidemment, donc prendre les choses avec des pincettes. C'est haussier, point barre, on est revenu au-dessus des 6950 points, au-dessus desquels on va rester positif. On est en train de s'ouvrir éventuellement la voie des 7002, et on va rester donc globalement positif, je dirais, au-dessus des 7000 points, qui seront psychologiques en sus d'être un support. Donc 6950, 7000 points, au-dessus de ça, on va rester positif d'un point de vue purement indiciel à ce moment-là. Et donc du coup, c'est là où c'est intéressant aussi, puisque le Nasdaq, lui, n'a pas fait dans le détail également, on a eu de très bons rebonds, mais là aussi, même sur des valeurs de croissance. Donc c'est très intéressant parce que on a tout qui se mélange actuellement, c'est-à-dire qu'en gros, on a autant de personnes et de bons arguments pour privilégier et se dire il va falloir, on arrive, il y a Omicron, donc ça va impacter la croissance, potentiellement les banques centrales ne vont pas remonter leur taux comme elles avaient prévu, ou faire le tapering comme elles avaient prévu, en janvier peut-être qu'elles vont rediscuter, d'attendre encore un petit peu, etc. Au-delà de cela, l'après Omicron, c'est potentiellement, entre guillemets, la fin du Covid, si tous les autres variants voilà, sont plus contagieux, certes, mais de moins en moins létales. Évidemment, ça, j'en sais absolument rien, mais l'idée, voilà, qu'on voit que le marché n'a pas peur et revient même sur les valeurs aéroports, les valeurs airline, les valeurs tourisme, etc. Donc il est vraiment en train de jouer l'après et de jouer la recovery. Il y a toujours énormément de cash au niveau de l'épargne, il y a toujours énormément de cash chez les entreprises, donc il y a toujours un cycle de fusion-acquisition. Si les banques centrales sont en train de remonter les taux, c'est également que la fenêtre de tir pour prendre des crédits va se réduire, donc les dernières entreprises ou les derniers consommateurs qui peuvent être intéressés pour avoir des financements attractifs pour justement aller chercher du crédit pour éventuellement faire encore des fusions-acquisitions, la fenêtre de tir va être là. Donc c'est là encore où le premier trimestre 2022 va rester intéressant. Toujours des rachats d'actions et ce genre de choses-là. Et donc une question de flux, essentiellement. Hein. Souvenons-nous qu'en 1996, Greenspan avait parlé de l'exupérance irrationnelle. La vraie bulle, globalement, et l'éclatement de la bulle, c'est 2000. Donc il y a une question toujours de timing. Et alors on peut parler de survalorisation autant qu'on veut. C'est une question de taux d'intérêt également. Les taux d'intérêt aujourd'hui restent négatifs, même si en effet le marché peut à un moment donné ou à un autre avoir peur que les taux sont en train de remonter, donc avoir peur à nouveau du spectre de l'inflation, penser que l'inflation sera plus durable que ce qu'elle n'est. Voilà, là aussi, on a un certain nombre de choses qui peuvent être des vents contraires pour les valeurs de croissance notamment, et le fait qu'on a cette rotation sur des valeurs plus cycliques et plus value. Mais en gros, on est un petit peu, je dirais, entre les deux, mais clairement, aujourd'hui, le ratio gain-risque, il est plus dans le côté, entre guillemets, défensif, de jouer des valeurs value, de jouer des valeurs cycliques, de réouverture, etc., qu'au niveau des valeurs de croissance, qui certes restent, je dirais, des valeurs défensives dans le sens où elles offrent une visibilité, et donc vous avez une majorité de portefeuilles et de trackers, puisqu'il y a énormément d'investissements qui vont dans les trackers et qui vont se déverser derrière sur les actions, ça reste des must-have, et donc on reste dans cette illusion des indices également, avec une poignée de titres qui tirent les indices.
Et là, tout ce que l'on a, je dirais, c'est qu'on a un petit peu plus de souffle dans cette remontada, entre guillemets, puisqu'on avait beaucoup de valeurs qui s'étaient pris justement des moins 70, moins 80%, qui sont en train de mettre en place des rebonds. Mais il ne faut pas sous-estimer le fait que, pour l'instant, contrairement à l'année dernière où on avait les grosses capitalisations qui poussaient à la hausse, mais on avait également de très belles configurations sur des petites et moyennes capes, aujourd'hui, quand on regarde l'ensemble de la cote, on a toujours voilà, les grosses valeurs qui tiennent le marché, mais ensuite, ce qui redonne un petit peu de souffle actuellement, c'est surtout des tendances qui étaient très baissières, qui étaient très, on va dire, sous-valorisées, qui étaient vraiment à la cave, et donc on a des rebonds qui se font au prorata des baisses qui sont faits. Mais ce qui sera vraiment important derrière, pour pouvoir continuer d'avoir des jambes à cette hausse, c'est que ces valeurs-là qui sont à la cave et qui sont en train de tenter leur rebond, elles sont en train de construire derrière leur retournement. Ça, pour l'instant, c'est encore un petit peu tôt pour vraiment le valider. Mais on va voir, il y a quelques valeurs déjà qui sont en train vraiment de mettre en place des englobantes, de mettre en place des retournements qui sont assez intéressants et qui prouvent quand même que le marché, il est optimiste globalement et qu'en tout cas, il y a toujours énormément de liquidités pour se faire et que, en gros, pour l'instant, le marché est un petit peu sur tout parce que comme il y a tellement d'argent, ben vous n'avez pas besoin de choisir, il n'y a pas d'arbitrage qui sont nécessaires. Et c'est là aussi très intéressant, où on revoit au niveau des matières premières, par exemple, l'or qui avait été complètement oublié alors qu'on a une inflation à 6 ou 7% et qui n'avait rien fait, qui est en train, là, de se remettre dans certaines dispositions assez attractives. Et donc, clairement aussi, on peut avoir un certain nombre de portefeuilles qui jouent des couvertures en même temps qu'ils continuent de rester longs sur un certain nombre d'actions. Donc, au niveau du Nasdaq, si on s'en tient juste au graphique, c'est haussier. Et on a le support des 16 100 points. Tant qu'on est au-dessus de ces niveaux-là, on va rester positif. Maintenant, ce qui va nous intéresser également, c'est le 10 ans américain. Donc là, c'est l'obligataire. Pour moi, on reste encore dans le sweet spot. Donc, on voit que Omicron ne fait plus peur, parce que si Omicron fait peur et qu'on a peur du coup sur, entre guillemets, la décroissance, ça cassera par le haut. Donc, vous aurez une détente sur les taux. Il ne faudra pas nécessairement le voir comme une bonne chose, évidemment, puisque si on casse par le haut, ça veut dire qu'on va acheter de l'obligataire pour jouer de la défense. Et forcément, avec des craintes sur la croissance, l'inflation n'est plus un problème, mais le problème, c'est la croissance. Et donc, il y a beaucoup de personnes qui vont vous expliquer que ce qui sera important cette année, c'est l'inflation, ou ça sera la remontée des taux. Ce qui est vraiment important, c'est la croissance, parce que vous pouvez avoir de l'inflation, vous pouvez avoir de la remontée des taux. Si vous avez de la croissance qui va avec, les marchés peuvent rester aussi. Alors certes, vous avez une rotation qui s'effectue, c'est-à-dire c'est plus des valeurs value cycliques et potentiellement plus axées Europe, etc., qui peuvent regagner. En plus, si le dollar s'affaiblit un petit peu, ça peut redonner des galons. Et donc, on peut également aller chercher de la couverture sur de l'or, sur des minières, en jouant également le double effet protection aussi au niveau du dollar, et donc de la hausse des sous-jacents des matières premières. Mais pour l'instant, pour moi, on est toujours dans l'indécision, donc c'est toujours assez flat, on est toujours dans cette congestion-là. On voit qu'on est en train de revenir sur la zone de soutien, aux alentours des 115, mais pour l'instant on ne décide pas encore. Donc ce que j'ai envie de voir, si jamais le marché a envie de rejouer le scénario remontée des taux, globalement, j'ai envie de voir qu'on lâche les 114. Et là, on commencera de plus en plus à acter la remontée des taux longs. Donc c'est pour moi quelque chose qui va être très intéressant, parce que jusqu'à ce stade, on a vu qu'on est dans une inflation à 6 ou 7% aux US, et les taux globalement sont dans du zigzag depuis une année. Donc là, ça va vraiment être important, parce que l'obligataire, pour moi, c'est vraiment un indicateur avancé, parce qu'ils vont anticiper le prochain mouvement. Donc c'est, est-ce qu'on a vraiment peur de la croissance, que ce soit au Omicron ou que ce soit juste de la normalisation, parce qu'on va se dire dans 6 mois que les entreprises auront dépensé le cash qu'elles avaient en surplus, que les consommateurs auront dépensé le cash qu'ils avaient en surplus. Certes, ils garderont très certainement une sécurité supérieure à ce qu'ils avaient avant le Covid, mais globalement, ça sera de l'argent
il n'y aura plus d'argent pour venir vraiment se déverser en flux entrant sur les marchés. En fin d'année, début d'année, on a toujours ces nouvelles résolutions où les gens se posent un petit peu et tentent de se poser des questions pour savoir où est-ce qu'ils vont investir. Donc là, on a en général des flux qui rentrent. Et globalement, les entreprises, c'est exactement la même chose. Donc il y a encore une fenêtre de tir, mais il faut entrevoir de toute façon, je dirais, une normalisation. Mais cette normalisation, c'est comme l'inflation transitoire, ben c'est aussi une croissance transitoire. Et donc ça prendra plusieurs mois, très certainement. Donc voilà un petit peu où on en est. Pour moi, on est toujours un petit peu dans l'indécision, mais quand le marché va se décider, ça sera une grosse indication pour vraiment acter le curseur au niveau de la rotation ou pas qu'on est en train de faire sur les portefeuilles. Ce que l'on voit au niveau des gestions, c'est que de plus en plus, ils actent cette rotation, mais pour l'instant, on n'est pas passé en mode all-in rotation. On est juste en train de repondérer le risque et la diversification des portefeuilles. Au niveau des matières premières, donc on a le Brent qui, à ce stade également, est en train de nous expliquer que Omicron n'est pas un problème. Alors on est en train de revenir sur la zone de résistance. Là aussi, ça va commencer à devenir intéressant. De toute façon, on a bien validé le support oblique à ce stade-là. Maintenant, ce qui nous manque, c'est de valider la zone de résistance. Et globalement, vous le voyez, on est en train de construire la figure de congestion. Et donc, il faudra pouvoir valider par la suite par quel côté on va sortir. Ça peut encore demander un petit peu de zigzag, mais globalement, là aussi, la tendance de fond reste haussière. Et ce que le marché est en train de nous valider à ce stade-là, c'est que pour le moment, on est toujours en train d'acter plutôt le scénario acheteur sur le pétrole. Donc il manque encore une petite étape, je dirais, de passer la zone des 79-80 $ pour rester dans cette partie haute ici. Et après, éventuellement, essayer de tenter l'anticipation du break. Alors, il faudra faire attention, évidemment, parce que qui dit hausse du pétrole, dit marché plutôt convaincu par de la croissance. Alors, certes, il y a un certain nombre de tensions géopolitiques et compagnie, mais il ne faut pas omettre également que plus le pétrole va monter, au-dessus des 85, des 90 $, plus on va commencer également de vous parler de l'impact néfaste de la hausse des prix des matières premières et notamment du pétrole. Si le gouvernement ne compense pas également, c'est là aussi où on a ce maquillage qui est fait depuis une année sur le marché, c'est que les gouvernements distribuent de l'argent. C'est inflationniste évidemment, mais du coup ça bloque un petit peu le côté transitoire en fait en le repoussant à plus tard. Donc là c'est la même chose, si le pétrole commence à devenir une problématique au-dessus des 90 $, normalement ça impacte négativement évidemment le pouvoir d'achat et donc la consommation. Donc là il faudra savoir est-ce que le gouvernement va compenser ou pas. À un moment donné ou à un autre, de toute façon, arriver à du post-Covid, ça posera aussi la question de comment on ferme un petit peu les robinets pour les gouvernements et pour les banques centrales ensuite. Les banques centrales sont déjà en train d'en discuter, surtout la Fed. En Europe, on voit que pour l'instant, on laisse un petit peu filer. Mais globalement, là aussi, ça sera une vraie question. Parce qu'on a cette impression de toute façon que le monde a besoin d'énormément d'investissements. Le monde est énormément endetté. Et donc la seule façon de continuer de tenir, entre guillemets, le château de cartes, c'est de continuer d'investir. Et la seule façon de pouvoir investir, c'est de faire en sorte que l'endettement soit soutenable. Et la seule façon pour que l'endettement soit soutenable, c'est que les taux restent bas et qu'on ait une inflation qui soit supérieure à ces taux pour rester sur des taux réels négatifs et donc sans réforme, résorber de soi-même, entre guillemets, continuer à faire des investissements et ne pas trop se soucier de la dette. Donc il faudra voir, ce jeu d'équilibriste, ça continue d'être le même depuis déjà plusieurs années. Et il faudra voir justement si on perd l'équilibre ou pas. À ce stade-là, comme je vous l'ai dit, moi, pour l'instant, ma première surprise, c'est de voir une inflation à 6 ou 7% et les taux qui n'ont quasiment pas bougé. Alors, on continue de faire le zigzag, ça sortira par le haut ou par le bas. On voit qu'on a les décisions qui vont se faire sur cette année 2022, mais pour l'instant, voilà, on est dans le double argumentaire, et c'est pour ça que quand on écoute les économistes également, je veux dire, personne n'a raison, personne n'a tort. Pour moi, il y a autant de bons arguments de chaque scénario, mais je pense en fait surtout que ce qu'il faut se dire, c'est que je pense que les scénarios de tous les économistes vont se dérouler, mais c'est dans l'ordre. Et donc, ce qu'il faut réfléchir en tant qu'investisseur, pour moi, c'est plus l'ordre dans lequel ils vont s'enchaîner. Donc moi, je suis plus partisan également toujours d'une inflation qui est transitoire,
c'est durable dans le temps, mais transitoire, ça peut durer, trop le transitoire, ça peut être une transition de 2 ans, hein. Mais pour moi, voilà, c'est plus, je dirais, 6-9 mois, globalement, la gestation qui nous reste, éventuellement. Et après, on rentrera, j'avais déjà fait des vidéos, après on rentrera dans l'après et dans des choses de plus linéaires. Mais ça, c'est le côté exponentiel. Derrière, vous avez la partie transitoire, et après, vous repartez sur quelque chose de plus linéaire. Et quelque part, je trouve que l'après-Seconde Guerre mondiale est assez intéressante sur ce point de vue-là. Mais bon, c'est des choses également dont on avait déjà parlé, on verra et on commentera ça au fur et à mesure. Donc, les données également qui sont intéressantes, c'est de regarder un petit peu le cuivre. Le cuivre, ce qu'il nous dit, c'est que il est à peu près comme le pétrole, c'est-à-dire qu'il est en train de gesticuler pas mal, mais il reste dans une figure de congestion haussière à ce stade-là. Donc on a bien marqué également le support oblique, on a marqué la résistance, et donc ma foi, je veux dire, ça peut gesticuler, on le voit pas mal, mais il faudra attendre d'en sortir par le haut ou par le bas pour vraiment avoir une poussée supplémentaire de tendance, et donc acter vraiment qu'on est en train de jouer au-delà des pénuries X ou Y, vraiment de la demande croissante, et donc de la croissance également, ou au contraire, est-ce qu'on commence à parler plus de normalisation et à craindre un petit peu plus sur la croissance, et dans quel cas, le cuivre jouerait un indicateur en cassant par le bas. Donc on a plusieurs indicateurs, l'obligataire, le cuivre, pour moi, qui peuvent se servir justement d'indicateurs. Et au niveau de l'or, alors ça y est, l'or, on le voit, ça faisait plusieurs jours, on en avait parlé également il y a 2 semaines, ça commençait à s'améliorer. On a à court terme une validation de cette amélioration, on n'est pas loin de casser cette oblique ici, donc on avait parlé, repasser au-dessus des 1820 $, ça serait déjà un premier signal de mieux. On reste dans la grosse figure de congestion, hein, de très long terme, donc pour vraiment acter la relance de la tendance haussière de l'or, il va falloir plus que ça, il faudra casser les 1870 $, 1900 $, ça sera vraiment la grosse zone à casser pour valider ce véritable retournement de l'or, et donc vraiment acter qu'on joue aussi du refuge à ce moment-là. Voilà. Et à court terme, pour l'instant, on le voit. On avait une tentative ici qui n'avait pas tenu. Alors là, maintenant, on est en train de se remettre dans des bonnes dispositions. Donc on va rester positif sur ce scénario-là, où on est en train de se remettre dans le haut de la figure, ce qui sera positif plus tard pour casser la figure par le haut et valider un signal plus long terme. Et à court terme, on va rester positif sur cette tentative-là tant qu'elle va rester au-dessus des 1790 $. Au niveau de l'argent, également, c'est en train de s'améliorer, mais ça reste du rebond à ce stade-là, hein. On est encore sous énormément de résistance avant de pouvoir parler de retournement haussier, et notamment, on en avait parlé, dépasser les 24-25 $, ça sera vraiment le gros morceau. On reste là aussi, je dirais, dans de la construction de biseaux descendants, etc., et il faudra les casser par le haut pour vraiment valider ce retournement et acter à ce moment-là par la cassure par le haut le fait que le marché, au-delà de juste jouer de la couverture de court terme ou d'arbitrer un certain nombre de positions en fin d'année, joue véritablement à ce moment-là le côté refuge de l'argent que j'aurais tendance de toute façon à préférer par rapport à l'or si je devais choisir. Mais après, de toute manière, je privilégierais surtout des minières. Et donc ce qui va surtout être important également pour, entre guillemets, la protection, c'est de regarder l'euro-dollar. Et l'euro-dollar, on le voit qu'à court terme, si je gomme un petit peu mes précédents tracés, évidemment maintenant, alors c'est toujours ça intéressant, ici tout le monde parlait de la faiblesse du dollar, le dollar va se cracher, le dollar c'est fini, la suprématie du dollar c'est terminé, etc. Boum, allez, consensus, tout le monde est d'accord, allez, bim. Et là maintenant, on se retrouve avec un consensus qui dit le dollar est fort, le dollar va rester fort, etc. Donc pour l'instant, la tendance est baissière à court terme. Je vous renvoie aux précédentes vidéos, on avait parlé que pour l'instant, moi je ne mettrai pas encore en doute le scénario de très long terme, mais là encore, c'est quelque chose qui peut encore mettre 1 an, 2 ans à vraiment se valider. Et de toute manière, on ne va pas réactiver, je dirais, la faiblesse du dollar tant qu'au minimum, on ne va pas revenir au-dessus des 1,16, 1,17 et se remettre un petit peu dans le haut de la figure. À court terme, néanmoins, il y a quand même quelque chose d'assez intéressant ici. Vous voyez, c'est cette congestion dans le triangle descendant. Alors, soit il casse par le bas, et à ce moment-là, on est reparti pour une jambe de force sur le dollar, et auquel cas, on va revenir vers cette zone des 1,11 et machin bidule. Ce qu'on a dit également, c'est ce qui est en train de se jouer maintenant sur les monnaies
c'est le fait que les banques centrales et les gouvernements sont en train d'acter des sorties de crise différentes. Et graphiquement, là, ce que l'on a, c'est éventuellement une sortie de la zone des 1,14 qui pourrait permettre un rebond qui resterait technique mais un petit peu plus puissant vers cette zone des 1,15, 1,16. Donc, mais il faudrait le considérer comme un bon boost, hein, éventuellement, ça serait bien également pour les matières premières, etc. Les pays émergents aussi, mais globalement, on resterait encore dans une tendance baissière. Donc c'est là aussi où il faut bien penser que ce soit tout ce qui est value, tout ce que ce soit toutes les valeurs à la cave, etc., tout ce dont on a parlé, on est sur cette fin d'année sur des mouvements qui sont des rebonds pour l'instant dans des tendances de fond qui restent baissières. Donc il faut bien se dire que les probabilités sont assez rares que ça monte en ligne droite, évidemment. Il y a fort à parier qu'après ces phases de rebond, il y aura des phases de digestion qui permettront de faire des constructions. Et ça peut durer plus ou moins longtemps. Hein, on aura l'occasion d'en reparler, bien entendu, mais avant de parler tout de suite au moindre rebond, de retournement, de relance haussière, etc., bon, il va y avoir encore du boulot. Voilà un petit peu ce que je voulais vous dire globalement sur ces aspects-là. On peut regarder très rapidement quelques actions. Ce qui m'intéresse, voilà, c'est des actions, par exemple, comme ADP. Donc, Aéroport de Paris. On se retrouve valeur à la cave, sous-valorisé, ce que vous voulez. Bon, il y a de la dette et compagnie. Ça aussi, il faudra faire attention. Si les taux remontent trop vite, trop fort, toutes les valeurs endettées, le marché ne va pas trop aimer. Mais globalement, on sait bien que c'est à l'avantage de personne que les taux remontent trop vite, trop fort. Donc, tout sera fait pour que ce soit graduel. Et de toute façon, dans l'économie et pour les marchés, il vaut mieux, on peut accepter des vents contraires, mais du moment qu'ils sont graduels, on va les digérer. C'est justement les nouvelles inattendues et qui sont non graduelles qui font la volatilité. Donc quand on a une valeur comme ADP, évidemment, il reste encore beaucoup de boulot, bien entendu, mais ce que l'on a là sur cette fin d'année, il faudra le valider en janvier quand il y aura un peu plus de volume, c'est des dispositions éventuellement pour valider derrière une capacité de tenter une nouvelle fois le retournement. Évidemment, vous cassez par le bas, scénario terminé, avec très certainement le fait où on se dira, Omicron, en fait, ça va nous impacter. Mais pour l'instant, ce que l'on voit, c'est que le marché revient sur ces valeurs-là, donc on joue quand même des retours. Quand on regarde Air France, alors il y a toujours une augmentation de capital qui doit passer sous Air France, etc. Donc c'est pas le genre de valeur où on va se dire bon, je vais investir maintenant potentiellement. Moi, je me dis Air France, j'attendrai au minimum que l'augmentation de capital passe. Mais ce que l'on voit, c'est la même chose, c'est que graphiquement parlant, on a eu un bon rebond, on a une congestion qui se met en place. Bref, si on arrive à dépasser les 4 €, 4,04 €, on peut éventuellement revenir chercher cette zone des 4,25 € et après potentiellement voilà, se mettre dans des meilleures dispositions pour essayer de jouer le retournement. C'est encore tôt, bien entendu, et selon votre profil, ça ne va pas vous intéresser, clairement. Mais c'est vraiment important de regarder que le marché, il n'est pas désintéressé de ces valeurs-là, bien au contraire. Donc il faudra voir si ça mature, bien entendu. Mais à ce stade-là, c'est positif. Sinon, quand on regarde aux US, par exemple, vous prenez Apple et vous comprenez tout de suite pourquoi les indices continuent de bien pousser. Vous avez Apple qui a soufflé la semaine dernière en revenant sur sa moyenne mobile 20, qui relance. Donc je veux dire, en gros, tant que vous n'allez pas casser par le bas ici cette zone des 168 $ pour mettre en place une conso un petit peu plus profonde, etc., ce que l'on voit, c'est globalement que les grosses Bertha des valeurs américaines arrivent à tenir l'indice. Soutenu maintenant par le fait qu'il y a des valeurs qui avaient tellement dégringolé que cette fin d'année permet d'avoir des rebonds. Mais ce qui sera vraiment important, c'est de voir est-ce que ça va être plus durable que juste l'effet janvier. Et ensuite, est-ce que les grosses valeurs, quand elles vont justement commencer à manquer de souffle, comme on le voit Amazon, on serait tenté de dire Amazon, c'est quand même un petit peu faiblard. Quand les grosses ont commencé à... Mais là, c'est invisible parce que vous avez Apple, vous avez Netflix, Tesla, etc. Tout ça, c'est remonté un petit peu en mode fusée. Et donc, du coup, ça gomme un petit peu les valeurs qui sont un petit peu plus faiblards. Donc, ce qu'il faudra identifier, c'est juste quand les grosses valeurs bien en forme commencent, elles, un petit peu à faiblir, est-ce que les autres valeurs arrivent à prendre le dessus? Et donc, on arrive à faire ces rotations-là qui permettent aux indices de continuer de progresser. Toujours
La même idée donc, voilà, et sinon je ne reviendrai pas, mais c'est la même chose, tout ce qui est Atos et compagnie, vous avez un paquet de valeurs comme ça, Carrefour aussi, c'est des valeurs distribution, vous avez beaucoup de secteurs d'activité, comme le jeu vidéo, voilà, la distribution, la santé, tous ces secteurs d'activité-là, le pétrole également, où on se retrouve avec un petit peu plus de visibilité maintenant. Il y a Omicron certes, mais on a quand même une certaine visibilité. On avait renfloué les caisses en profitant du Covid, donc on fait soit du rachat d'actions, soit on distribue du dividende, soit on fait des fusions-acquisitions et on va faire de la consolidation des secteurs également. Donc ne pas omettre ce genre de choses-là qui peuvent continuer de capitaliser sur les marchés. Et au niveau de Carrefour, il nous manque encore notamment à passer, vous voyez, cette zone des 16,50 € pour valider le retournement, mais vous avez Casino qui va un petit peu mieux également, etc. CGG, quand on regarde les parapétrolières, voilà, c'est encore des tendances baissières de fond, hein, bien entendu. Mais graphiquement parlant, c'est un petit peu comme les ADP et compagnie, on voit, c'est des titres un petit peu mal aimés, mais qui sont en train, à court terme en tout cas, hein, ça peut être vite cassé, mais en train de valider des rebonds qui sont en train de se transformer en retournement. Alors la route sera encore longue, évidemment, pour transformer tout cela en vraie tendance haussière, mode rouleau compresseur, bien entendu, et il faut s'attendre à du zigzag encore, mais c'est un début. On voit que ces valeurs-là sont en train de reprendre un petit peu du souffle. Vous avez au niveau de la banque également, pour l'instant, de la construction à ce stade-là. Je resterai dans une phase de construction, mais on valide en fait les niveaux de support. Donc le marché nous a donné des repères. Si on casse ces repères par le bas, là, le marché nous donnera les indications, justement, qu'au niveau des taux et compagnie, au niveau des banques, il a besoin de voir un petit peu plus venir, et donc de consolider et de passer en mode correctif. Mais à ce stade-là, ce qui va nous intéresser, si on veut que le CAC 40 monte encore plus haut que juste 7002, etc., ça veut dire que non seulement il faut que les LVMH et compagnie, là qui sont en train de consolider, ne faiblissent pas plus et remontent la pente, mais il faut que les valeurs à la cave continuent de se retourner, et il faut que les valeurs qui sont plutôt neutres et qui avaient été des bons élèves et des bonnes locomotives ces précédents mois, soient en train là de neutraliser, mais arrivent à en sortir par le haut. Donc de la même manière que la vidéo qu'on avait fait la semaine dernière, c'est de regarder en dehors des indices, de regarder à l'intérieur. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de mes secteurs d'activité et qu'est-ce que le marché me dit au niveau de ces secteurs d'activité. Voilà. Bon, vous avez Egide qui est en train de pas mal, en petite boîte, qui est en train de pas mal pousser là, avec le pullback et puis la relance. Donc on a des bons retournements, vous voyez. Alors c'est des titres pas super liquides, donc du coup c'est pas mal volatile, mais c'est le genre de retournement qu'on veut voir. Donc ça, c'est très positif. Vous avez NG également, qui est un titre que j'apprécie, que je commence à apprécier de plus en plus, pour l'aspect bas de l'aile. Et là aussi, voilà, on est en train de prendre son temps et de consolider un petit peu à plat. Ce qui va nous intéresser, évidemment, c'est de recasser par le haut et de relancer une attaque des 14 €. Si on commence à lâcher par le bas et revenir sur cette zone des 12 €, c'est pas mort encore, mais voilà, ça commencera, ça sera axé, je pense que ça validera sur d'autres valeurs également, qu'on pêche un petit peu plus, hein, donc ça sera un petit peu plus compliqué. On peut regarder quelques minières, celle que j'aime bien c'est Harmony Gold, alors il y en a plusieurs, il y en a pas mal que j'aime bien, mais Harmony Gold, je la mets en tant qu'indicateur. On était revenu, vous voyez, sur les 3,50 $ qu'on a réussi à tenir, on est en train de rebondir, mais globalement on est dans un range, et donc ce qui va nous intéresser, c'est si on arrive à sortir de ce range. Et donc là, à partir de ce moment-là, si tel devait être le scénario, il y aura fort à parier que l'or commencera à se mettre sur le haut de la figure, et que là, clairement, on entendra de plus en plus de personnes, et le consensus, nous parler du retour en forme de l'or, du retour en forme des minières, etc. On se retrouve donc toujours avec ces valeurs-là plus cycliques, donc comme Imerys par exemple, et vous voyez, on a un beau rebond au prorata de la baisse, hein, donc on arrive à gagner 10%, c'est quand même pas rien. Il faut quand même ne pas sous-estimer qu'en l'espace de 2 mois, on avait perdu quasiment 5 ou 6 € sur des grosses capes comme ça, c'est quand même pas rien non plus. Donc là, ce qu'on est en train de faire, c'est de faire un bon rebond, oui, en plus sur une fin d'année, oui. Mais là, ce qui va nous intéresser maintenant, c'est que la plupart de ces valeurs-là, qui ont fait de très bons rebonds au prorata, sont en train d'arriver sur leur zone de résistance.
Alors il y en a certaines, il y a encore potentiellement un petit peu de potentiel, etc. Mais ce qui va vraiment m'intéresser maintenant, c'est de voir la suite. C'est-à-dire, soit on passe en force et on va chercher vraiment des résistances plus fortes et on fait la conso plus tard et on repousse ensuite, soit on bloque ici, on fait la petite conso ici, et là ce qui va nous intéresser, c'est la sortie de congestion. Soit on la casse par le bas et ça n'aura été qu'un rebond, certes au prorata, favorisé par la fin d'année, mais qui reste dans une tendance baissière de fond et on n'aura rien mis en place pour vraiment valider le retournement de la tendance. Donc au niveau valeur value cyclique, le marché aura potentiellement repondéré un petit peu, mais n'aura pas mis le curseur en se disant oui je fais ma rotation, oui j'y vais franco. Ou sinon, on aura, comme je vous ai dit, les constructions dont je vous parle et on en sortira par le haut. Et donc là, on actera vraiment, en plusieurs étapes, bien entendu, mais on actera vraiment la bonne dynamique de jouer ce type de scénario-là, de retournement de ces tendances de valeurs un petit peu mal aimées, mais qui sont aussi des valeurs qui sont vues comme un aspect défensif. Évidemment, il faudra faire le tri, bien sûr, dans tout ça. Mais globalement, on a ça qui se passe en place. Morel et Prom, par exemple, n'est pas super liquide, mais vous voyez, on est revenu chercher l'ancienne zone de résistance qui avait été cassée par le haut, et là, on revient sur cette zone de support, et donc ça permet de mettre le rebond. Et même chose, pour l'instant, c'est du rebond, mais avant de parler de relance haussière, eh ben, il va falloir, alors je n'ai pas tracé droit ici, ça mériterait d'être plus droit, mais il va falloir recasser par le haut, vous voyez. Donc, avant d'acter les relances et les retournements, toutes ces valeurs-là ont encore du travail à effectuer. Après, sinon, vous avez beaucoup de valeurs qui sont déjà dans des tendances haussières de fond, qui ont continué de breaker les résistances et qui continuent de faire leur vie, tout simplement, et de rester fortes. Nokia est un bon exemple, par exemple. Et après, vous avez des valeurs qui avaient tiré finalement, quelque part, les indices qui sont en train un petit peu de fatiguer. Et vous le voyez, en fait, on est en train de construire les figures. Donc c'est de la neutralisation dans des tendances haussières de fond. Et ce qu'on attend, finalement, c'est de voir. Là, on fait pas mal de zigzags. Ce qu'on attend, c'est de savoir, est-ce qu'on arrive à casser par le haut et éventuellement tenter une nouvelle poussée? Et c'est ça qu'on a envie de voir, parce que non seulement j'ai besoin de mes petites valeurs à la cave qui font les rebonds, parce que ça permet à mon indice de souffler justement sur les valeurs qui soutenaient, comme LVMH, Hermès et compagnie, qui soutenaient ma tendance jusqu'à maintenant. Ça leur permet de consolider, tout en maintenant mon indice, la tête au-dessus de l'eau, sans dégrader. Et si je veux vraiment voir et me dire, et penser scénario CAC 40, nouvelle jambe haussière au-dessus des 7200 points, etc., j'ai besoin de tout le monde. J'ai besoin des petits, mais j'ai besoin surtout des gros, parce que c'est eux qui sont mes grosses pondérations de mon indice. Donc j'ai besoin qu'après qu'ils aient soufflé, eh ben, qu'ils me démontrent, comme Apple, entre guillemets, je repars berserk par le haut et je fais des nouveaux breaks. Si jamais, par exemple, je prends l'exemple ici de Sartorius, je bloque et je vais chercher à casser par le bas, etc., pour moi, quand les gros commencent à valider des faiblesses comme ça, les petits peuvent en effet nous maintenir la tête au-dessus de l'eau pendant un instant, mais c'est pas durable. Et donc c'est là où il faudra un petit peu plus se méfier. Mais à ce stade-là, vous voyez, on n'a pas de validation. Donc je dirais les scénarios positifs et négatifs sont complètement aujourd'hui les mêmes. On peut les mettre sur la table et ce qu'on attend, c'est plus de données pour que le marché nous valide la suite. Vous le voyez par exemple sur Hermès. Outre le fait que la volatilité est vraiment arrivée sur le titre, on est vraiment sur de la construction de la congestion. Donc ça joue la volatilité. La tendance de fond reste haussière, bien entendu. Et ce qu'on attend, c'est de savoir comment on va en sortir de là. Parce que c'est ça qui va être important pour la suite des indices, si on croit qu'on va partir en mode berserk. Voilà, et puis vous avez un certain nombre de valeurs comme Prosus également qui reviennent dans des tendances des meilleures configurations. Mais là également, je veux dire, comme sur Emeris et compagnie, il va falloir prendre les choses étape par étape. L'idée, c'est de se dire, on reste encore en dessous de résistance. Et pour acter des retournements plus durables, il va falloir réussir à casser. Et donc ça peut venir d'un coup, mais j'y crois rarement. Je préfère quand justement on congestionne et on zigzague un petit peu, on prend le temps de bien accumuler et paf,
on joue ensuite la cassure et le retournement. Là, pour l'instant, il me manque, j'ai un bon rebond, ça me plaît, au prorata de la baisse, etc. J'acte un certain nombre de résistances, casser un certain nombre de résistances, donc j'ai des repères qui me permettent d'avoir des supports, et de me dire, je reste dans un scénario positif de jouer le retournement tant que ces repères ne sont pas recassés par le bas, mais je ne sous-estime pas que pour l'instant, je ne suis pas revenu encore dans des tendances de retournement en moindre risque, et que donc mes repères peuvent être cassés par le bas encore, c'est encore une probabilité. Donc je ne suis pas en mode FOMO à me précipiter globalement. On peut regarder LVMH également, et là globalement on voit que LVMH par exemple est en meilleure santé que Hermès, et LVMH on voit est bien revenu sur son support des 675 €, l'a bien tenu à ce stade-là, et de toute façon, la même tronche que le CAC 40, globalement, est en train de repasser une résistance oblique, et donc en train de tenter une nouvelle jambe haussière à ce moment-là. Donc ça, pour moi, LVMH, on le voit dans sa période de consolidation, là, entre fin novembre et fin décembre, on a gardé la tête au-dessus de l'eau au niveau du CAC 40, grâce aux autres valeurs qui ont réussi en mode cave à faire leur rebond, etc. Et là maintenant, ce qui va acter la capacité du CAC 40 de pouvoir prolonger dorénavant, c'est justement que les gros, comme LVMH, prolongent eux aussi. Et pour l'instant, on voit que c'est le cas. Mais encore une fois, c'est de la fin d'année, etc. J'ai besoin de voir ça, moi, quand les opérateurs sont revenus. C'est pas la première semaine de janvier, hein, c'est vers mi-janvier qu'on pourra vraiment éventuellement acter tout cela. Voilà, et sinon au niveau de la santé aussi, je trouve qu'il y a des choses intéressantes. Sanofi par exemple est en train de revenir chercher son niveau de résistance, et si ça break, là aussi, on peut avoir de la durabilité dans la relance haussière que l'on a sur Sanofi. Voilà, et Unibail, sinon, vous voyez, c'est un autre exemple de valeur, entre guillemets, à la cave, cyclique, et qui est en train, là, de valider un bon rebond en cassant une première oblique. Il y aura encore beaucoup de boulot avant de pouvoir parler de retournement haussier, bien entendu, mais globalement, c'est un premier signe à ce stade-là qu'on revient sur ce genre de valeur-là, plus cyclique, malgré Omicron, à ce stade où on nous parle tout le temps, évidemment, du nombre de cas, etc. Mais le marché, pour l'instant, on a une vue différente, qui est plus axée, très certainement, sur le nombre d'hospitalisations et de morts que sur le nombre de cas. Et Worldline, également, pareil, tendance baissière, on en avait parlé, mais même chose, hein, la semaine dernière, vous voyez, on a eu une bonne réaction sur le support, qui arrive à casser l'oblique, et là, maintenant, on a une congestion qui se met en place. Alors, il y aura beaucoup de boulot encore, bien entendu, hein. Il faudra en sortir par le haut de cette congestion, mais globalement, là aussi, ça permet de faire les fins d'hémorragie, d'avoir des repères. Si jamais ça recasse par le bas, on a nos plans, très rapidement, on sait sortir du trade et attendre un prochain coup, mais globalement, voilà, on voit que le marché vient soutenir ces valeurs-là, en tout cas à ce stade. Voilà pour cette vidéo, cette dernière vidéo de 2021. Ça a été un réel plaisir de pouvoir faire ces vidéos, également d'apprendre à vos côtés, de par vos commentaires, de par les nombreux échanges que j'ai par email ou via l'académie également, bien entendu. Donc voilà, c'est un enrichissement personnel également au quotidien. Donc un grand merci pour tous vos partages, et je ne peux que vous souhaiter le meilleur. Profitez de ces quelques jours pour vous reposer, et on se retrouve en 2022 pour continuer également à apprendre et à rester d'éternels étudiants du marché. Excellente année à vous les graphes, et rendez-vous en 2022. Salut!